Bienvenue dans cette tranche d'échange dans le cadre de votre espace La Voix de l'Environnement face à Raoul. Et aujourd'hui, l'émission La Voix de l'Environnement face à Raoul reçoit M. Maxime Zita. Il est le chef de mission régionale auprès de l'assistance technique régionale du programme d'appui pour la préservation de la biodiversité et des écosystèmes fragiles en Afrique centrale, ECOFAC, qui est un programme, je rappelle, qui a son thème après 6 phases d'exécution en 30 ans. Nous allons nous intéresser spécifiquement sur cette phase 6 qui a marqué justement le suivi dans le cadre de l'exercice de la mise en œuvre ECOFAC 6. Monsieur Maxime Zita, bonjour. Bonjour à vous, cher Raoul. Alors, comment est-ce qu'on définit justement le rôle d'une assistance technique auprès d'un programme comme celui d'ECOFAC 6 qui s'achève bien? Voilà, merci. Il y a plusieurs façons de répondre à ça, mais pour être un peu plus précis dans le cadre du programme régional ECOFAC 6, c'est que l'assistance technique vient en appui à la fois du côté bailleur, en fournissant les expertises et les designs ou les indicateurs de suivi de la mise en œuvre de l'ensemble du programme parce qu'il est régional. Pour faire simple, l'assistance technique appuie les bailleurs, l'Union européenne, à faire le suivi sur la mise en œuvre du programme ECOFAC sur le plan régional parce que c'est un programme qui se passe au niveau des 7 pays d'Afrique centrale. Et ça, c'est d'une part. Et d'autre part, le même appui s'est fait aussi au niveau de la CEAC, la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, pour essayer de faire ce qu'on appelle la coordination de la maîtrise d'ouvrage institutionnelle. Pourquoi tout ça? Parce que, au fait, le programme ECOFAC est un produit du Fonds européen pour le développement, et lequel fonds est l'outil de financement des accords ACP Cotonou-Union européenne qui ont pris fin en décembre 2021. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, vous avez dit qu'il a concerné 7 pays. Alors, quelles ont été forcément les répartitions en termes d'actions engagées dans ces pays comme dérogation? Bon, ça fait 7 pays. Le cadre logique global du programme a essentiellement 4 grands résultats attendus, dont les premiers portent sur l'efficacité de gestion des aires protégées en Afrique centrale, les seconds sur les questions des investissements socio-économiques, et puis vous avez d'autres aussi sur les questions aussi bien de la diplomatie environnementale au niveau régional et d'autres aspects sur la visibilité du programme aussi. Et donc ce qui fait qu'au niveau de ces différents pays, vous avez une répartition plus ou moins de ces différentes lignes d'action qui doivent se mettre en œuvre. C'est-à-dire, on parle des aires protégées au Gabon. C'est un appui à la gestion, par exemple, du parc de Ouaka, Mayumba et Alalopé, le plan de gestion. Et c'est pareil au niveau des Hautes-Ala-Kokwa, au Congo-Brazzaville, au niveau de Nouabalendoki, au niveau du Congo-Brazzaville, au niveau de la Garamba, au niveau de la RDC, Biliwere en RDC, Shinko en RCA, la réserve de l'Adja au niveau du Cameroun, Faro au Cameroun Nord, vous avez Bamingi Bangora et aussi vous avez Wadi Hachim, Wadi Arimé au niveau du Tchad. Donc au niveau de toutes ces aires protégées de la sous-région, vous avez des appuis spécifiques liés à une ligne d'appui sur l'efficacité des capacités de gestion des aires protégées. Et bien évidemment, on peut encore éclater qu'est-ce qu'on a là-bas comme d'autres indicateurs. Il y a notamment la capacité des agences des aires protégées ou des autorités en charge des aires protégées à mettre en œuvre leur plan de gestion et tout ce qui est processus opérationnel, c'est-à-dire les patrouilles, faire le biomonitoring, faire le suivi dans le conflit homme-faune autour des aires protégées, essayer de gérer les questions de transhumance apaisée pour les zones
plus ou moins soudano-sahélienne. Et donc, toutes ces activités qui sont mises en œuvre au niveau des aires protégées dans cet ensemble, dans ces mosaïques, je vais dire, participent au résultat qui est l'efficacité des gestions. C'est un des résultats. Mais après, vous en avez d'autres, où les aires protégées, où les pays bénéficient d'une manière ou d'une autre. Par exemple, quand vous prenez les cas du résultat qui porte sur l'appui à la diplomatie environnementale de la CEAC, c'est la Commission. Et sa diplomatie, c'est une diplomatie qui a une approche transversale, qui commence des pays, qui va vers la région et des régions vers les pays pour les suivis, par exemple, des conventions et des accords internationaux, notamment sur la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Vous avez la Convention sur la diversité biologique. Vous avez les suivis sur les engagements CITES. Et vous avez aussi, par exemple, les accords régionaux sur la transhumance apaisée entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, essentiellement la CEDEAO. Tout cet arsenal qui font partie de la diplomatie environnementale sont mis en œuvre, c'est vrai, à travers des textes et des politiques, mais ça s'est fait au niveau des pays. Les pays en sont bénéficiaires parce que les pays ont des points focaux, des conventions, de toutes ces conventions internationales. Et donc ça, je vous ai parlé de moi des résultats, mais après, il y a d'autres résultats aussi qui sont purement liés à des aspects de suivi scientifique au niveau des réserves, la recherche, les suivis de populations des grands mammifères, comme ce qu'on voit au niveau de la LOPE. Et il y a aussi des recherches, comme on a été traversé par la situation du Covid, des recherches sur les questions zoonotiques, notamment ce qu'il y a aussi au niveau du Gabon, au niveau du centre de recherche de la LOPE. Il y a des recherches qui sont en cours où ECOFAC contribue aussi, notamment sur les interactions entre les isotopes de pangolins et des chauves-souris pour essayer à tracer la contamination ou sur certaines zoonoses. Il y a donc toute une série des résultats, des opérations qui sont menées dans les différents pays dans le cadre de ces programmes ECOFAC, dont l'objectif principal est la préservation des écosystèmes fragiles d'Afrique centrale, mais aussi la prise en compte des questions socio-économiques dans la périphérie. Entre les deux, vous avez énormément d'autres sous-actions qui se mettent en œuvre, comme l'aménagement du territoire, les infrastructures, doter les aires protégées des capacités de réaction rapides, réhabiliter les pistes, les routes, tout un travail d'investissement en développement rural autour des aires protégées qui est fait, les écoles, les centres de santé, et l'appui opérationnel aux aires protégées, comme notamment avec des avions, des petits avions, hélicoptères pour le suivi, monitoring et la lutte anti-braconnage. Donc vous avez quand même toute une série d'activités qui sont menées dans le cadre de ces résultats et dont les bénéficiaires sont les 7 pays qui ont été, je n'ai pas peut-être eu l'occasion de les citer ici. On parle du Gabon, du Cameroun, de la RDC, de la République du Congo, de Sao Tomé et Principe, du Tchad et de la République centrafricaine, qui sont tous bénéficiaires de ces programmes. Voilà. Et maintenant, sur un plan plus pratique, l'appui à travers ce programme était carrément concentré sur les agences en charge de la gestion des parcs des pays identifiés. Alors, quel bilan, quel point vous faites de la mise en œuvre des différents appuis dans chaque pays? Bon, c'est pas la question est un peu ouverte, mais si je peux essayer de répondre convenablement en étant très précis, vous avez d'abord ce que nous appelons les dispositifs institutionnels de ces programmes. Comme je l'ai expliqué, c'est un programme qui découle des accords ACP Cotonou entre l'Union européenne et la CEAC. Et dans ce cadre, il y a un dispositif de contrôle du mécanisme institutionnel lié à ce type de projet qu'on appelle le comité de pilotage régional. Ce type de comité de pilotage permettent d'agréger toutes les informations sur la mise en œuvre du projet et d'évaluer les progrès. Là, on sort, il y a 4 jours, de la fin du dernier comité de pilotage du programme ECOFAC,
Et donc, les résultats dans l'ensemble, sur le plan technique, ont été probants. Les défis, il y en a toujours. Cela veut dire que dans la mise en œuvre sur le terrain, les agences en charge des aires protégées, avec les assistances techniques fournies par les opérateurs internationaux comme des ONG internationales, ont réussi à mettre les activités en œuvre telles que cela a été préidentifié dans le cadre logique du programme ou dans les différents contrats des subventions au niveau des différents pays. À la date d'aujourd'hui, on peut dire qu'à la phase 6 de ces programmes, après ces comités de pilotage qui venaient de se tenir, les résultats sont encourageants. Bien évidemment, il reste des défis, mais les résultats dans l'ensemble sont encourageants au niveau des différents pays. C'est-à-dire que le niveau d'engagement des fonds pour tous ces pays pourrait, à terme, je pense qu'il vous reste quelques mois avant la phase finale de ce programme, pourrait être consommé pratiquement à 100%? Pour une bonne partie, le burning rate, c'est-à-dire le taux de consommation de financement engagé, évolue et beaucoup d'autres sont à 100%. Ils ont clôturé. Il en reste encore quelques-uns qui ont commencé aussi en retard, notamment en RCA par exemple. Le contrat a été fait un peu en retard, donc ce qui fait qu'à la date d'aujourd'hui, quand nous essayons d'avoir une moyenne générale de l'ensemble de la mise en œuvre du programme, et tout naturellement, la moyenne pour le pays qui a commencé un peu en retard est basse par rapport à l'ensemble des autres pays. On est à un taux dépassant plus ou moins les 60% pour un programme qui doit finir pratiquement l'année prochaine. S'il faut considérer l'extension de certains contrats, je pense que les 40% moyens qui restent peuvent facilement être réalisés. Il y a d'autres cas, mais c'est vraiment un peu des cas isolés où on a des moyennes très basses de consommation, mais cela n'est pas forcément lié à des questions d'ordre opérationnel, mais d'autres questions d'ordre administratif. Ça aussi, je parlais des défis, il y a des défis aussi. Mais de manière générale, s'il faut considérer une moyenne comme indicateur de progrès des fonds engagés et des fonds consommés, on dépasse les 60% et ça va, en considérant que d'ici l'année prochaine, tout sera clôturé. Oui, mais est-ce que nous pouvions justement savoir cette phase qui s'achève de COFAR 6, c'est combien de mobilisés et d'engagés sur le plan financier et bon, s'il y a quelques spécificités d'engagement par pays? Bon, l'enveloppe totale sur ce programme porte sur 85 millions d'euros. Et sur les 85 millions d'euros, vous avez les 7 pays bénéficiaires. Et donc, ça fait 30 contrats, pratiquement, qui sont mis en œuvre dans la sous-région. Il y a 7 pays, vous me direz, il y a 30 contrats. Cela veut dire par pays, vous pouvez avoir plusieurs opérateurs avec différents contrats. Et puis, vous avez ce qu'on appelle des contrats régionaux. Et dans les contrats régionaux, c'est aussi une enveloppe. Ce qui veut dire qu'en moyenne, on est dans des fourchettes allant de 3 à 4 millions de mise en œuvre au niveau des différents pays et au niveau des différents projets sous-régionaux. En termes de projets sous-régionaux, je vous donne un exemple. L'assistance technique régionale, c'est un des projets. L'institutionnalisation d'une capacité régionale sur la collecte de données et de l'information, c'est un projet. Vous avez la formation régionale des ressources humaines en matière de gestion de ressources naturelles et des aires protégées, c'est aussi un projet. Chacune de ces composantes a son financement. Et après, vous avez aussi des financements au niveau des différents pays. Donc, ce qui veut dire que les enveloppes telles qu'elles ont été allouées au niveau des pays, donc on parle de moyenne allant de 3 à 4 500 000 de mise en œuvre des activités par projet. Donc, voilà. Vous avez eu à échanger forcément avec les conservateurs en charge de ces unités de projet ou à faire une évaluation justement sur leur mise en œuvre. Mais le bénéfice des communautés, il est vrai, vous avez cité un peu les routes et autres, tout ça. En termes pratiques, qu'est-ce qu'on retient comme les réalisations dans le cadre de cette phase?
c'est vrai qu'il faut avoir énormément de détails à la virgule près pour essayer de vous montrer exactement ce qui se passe au niveau des différents pays. Mais ce que je peux vous dire, il n'y a aucun projet dans le cadre de ce programme ECOFAC qui est mis en œuvre au niveau d'une aire protégée sans une contrepartie socio-économique. Maintenant, dans le contenu socio-économique, ça varie d'un endroit à un autre. Par exemple, au niveau de certaines zones sud du Gabon, il a fallu, par exemple, construire des ponts, des routes pour faciliter l'évacuation, par exemple, de certains produits. À des endroits, il a fallu mobiliser des dispensaires mobiles, faire le tour de la contrée pour soigner des personnes. À des endroits, il a fallu réhabiliter des écoles. À des endroits, il a fallu faire la promotion des cultures durables, agroforestières, par exemple au niveau du Cameroun, au niveau de la réserve de Dja. Quand vous êtes dans la partie Soumalomo, vous voyez exactement l'agglomération des multitudes des activités qui sont mises en œuvre par les communautés autour de la réserve. Vous avez notamment les lancements des cacao durables qui sont faits avec les communautés, avec l'appui des AWF, des ZSL et des Tropical Forest Development, toujours dans la zone où c'est assez tangible. Vous voyez exactement les filières socio-économiques qui se mettent en place, pas forcément au sens socio-économique large, mais au sens réellement de chaînes de valeur de marché. Vous voyez comment ça se développe autour d'une réserve. C'est vrai que les grands défis, c'est d'arriver justement à cet équilibre entre les investissements qui vont directement dans l'aire protégée et la proportion qui doit aller dans la zone socio-économique. ECOFAC a essayé tout au long de ces 30 ans de fonctionner avec une logique de travailler avec un accent fondamental sur l'aire protégée et puis sa périphérie immédiate. Mais vous avez suivi avec moi les annonces qui sont faites. Les phases qui viennent dans le cadre des engagements de l'Union européenne, par exemple pour Nature Africa, comme on l'a tous suivi, ont ces designs qui balancent de facto la conservation d'une part et des investissements socio-économiques et de développement de l'autre côté qui doivent être mis en balance. Donc, pour faire simple à votre question, il y a, avec des contenus divers, des investissements socio-économiques qui ont été réalisés dans tous ces différents aires protégées. Mais ils ne sont pas tous identiques. C'est en fonction de chaque milieu et des besoins des populations qui sont tout à fait différents d'un endroit à un autre. Et qu'est-ce qui peut être noté comme contraintes, difficultés dans la mise en œuvre de ce projet? Parce que forcément, on ne se fera pas un bilan du tout bonnement, tout est plein réussite. Et il y a forcément eu... Oui, il y a des défis importants. Il y a par exemple une des questions qui a vraiment pris...
Et comment pensez-vous, sur un plan, on peut avoir plus ou moins un avis personnel là-dessus, la capitalisation de l'après ECOFAC 6, parce qu'il est vrai qu'on a annoncé Nature Africa, bon, c'est encore un processus en discussion, pas encore totalement abouti. Comment est-ce qu'on sauvegarde les acquis dans la perspective de pouvoir bénéficier des prochains appuis? Je vous dirais d'abord, au-delà du programme ECOFAC, les aires protégées sont au niveau des pays. Tant que vous avez des pays, vous avez une continuité de l'engagement de l'État dans la gestion des ressources, notamment les aires protégées comme toute autre macro-zone. Les programmes sont des opportunités d'appui dans le cadre de la coopération au niveau des États. Donc s'il faut envisager la durabilité de quelque chose, il faut d'abord envisager en termes de l'engagement des États dans leur feuille de route par rapport à des thématiques comme la biodiversité, les aires protégées, les changements climatiques. C'est d'abord les États. Et ensuite viennent les appuis. Et donc, en termes de durabilité, l'élément essentiel, c'est d'abord maintenir l'engagement des États dans ces processus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand vous parlez de la capitalisation, sur 30 années, il y a énormément de leçons apprises. Et parmi ces leçons apprises, sur les 30 années, on découvre par exemple qu'aujourd'hui, ECOFAC a contribué à façonner la masse critique essentielle des gestionnaires des aires protégées ou des autres ressources naturelles en Afrique centrale. En termes de capitalisation, il y a un produit clair qui est là. En termes de capitalisation, on se rend compte qu'un programme permanent dans les temps et dans l'espace comme ECOFAC, qui a traversé pratiquement 3 décades, 30 ans, a permis de conserver 15% additionnel des espaces en aire protégés en Afrique centrale. Et donc, en termes de résultats, on voit bien que sur l'ensemble des investissements des aires protégées, par exemple, appuyés par l'Union européenne en Afrique centrale, ECOFAC a un percentile très important en termes de proportion. Ça, c'est un résultat important. Autre chose, ECOFAC a été pratiquement le tout premier programme en matière de ressources naturelles en Afrique centrale qui a été dans les différents pays. C'est le tout premier. Et donc, ECOFAC a été une matrice qui a permis de donner la charpente, la régionalité du bassin du Congo, ces zones annexes, mais aussi de croiser les diverses compétences en matière de gestion des ressources naturelles, des différentes sources, différentes horizons. C'est une richesse aussi. Voilà. Merci, M. Maxime Zita. Je rappelle que vous êtes le chef de mission régionale du programme ECOFAC 6 qui tire à son thème et qui mettra également fin au programme ECOFAC de l'Union européenne dans le bassin du Congo. Merci beaucoup, Raoul. Merci.